importants ont retenu l'attention cette semaine, notamment le rapport de la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats autochtones. Mais d'abord, bien sûr, cette importante nouvelle qui est tombée ce soir, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui se retire du caucus conservateur. Une nouvelle qui survient au moment où le vérificateur général vient tout juste de remettre à la Chambre haute son rapport sur les dépenses des sénateurs. Tasha, Michel, Daniel, bonsoir. 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 Daniel, je vais commencer avec vous. Stephen Harper était tellement fier d'avoir recruté Pierre-Hugues Boisvenu. C'était le visage de la loi et l'ordre. Et là, évidemment, il fait l'objet d'une enquête de la GRC. Qu'est-ce que ça peut signifier? Non seulement il fait l'objet d'une enquête, mais il doit quitter le Sénat, enfin temporairement, nous dit-on, le temps que tout ça redevienne à la normale, si jamais ça redevient à la normale. Écoutez, il y a eu Léo Ousakos aussi aujourd'hui, il y a eu Claude Carignan, l'ancien conseiller de la DQ, sur lequel on misait beaucoup, candidature prestigieuse, etc. Pierre-Hugues Boisvenu, avant ça, il y avait eu les Dauphin, Wallen et Parizeau, et Brazeau, pardon. L'opposition le dit et le répète depuis quelques jours. La question est encore plus pertinente ce soir, se pose de façon plus aiguë. De quelle sorte de jugement a fait preuve Stephen Harper quand il a nommé ces gens au Sénat? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il a vérifié? Comment se fait-il qu'on se retrouve dans cette situation-là? C'est dommageable, c'est dévastateur. Ça le sera aussi pour les libéraux parce qu'il y a des sénateurs libéraux. Il y en a au moins 6 qui sont dans la liste de ceux qui seront référés à la GRC. C'est dommageable, mais c'est dommageable pour M. Harper. Vous pouvez déjà voir les deux partis d'opposition s'en donner à cœur joie, même si Justin Trudeau devra faire preuve d'une certaine retenue, même s'il s'est distancé de ces sénateurs libéraux, ça reste que ce sont des libéraux. Oui, aujourd'hui, plusieurs d'entre eux qui sont visés ont dit qu'ils ne s'étaient pas mis de l'argent dans leur poche, là. Mais ce rapport qui vise justement Léo Ousakos, Tasha, il vient d'être nommé à la tête au président du Sénat. Oui. Alors qu'apparemment, on savait qu'il y avait peut-être des doutes sur lui. Alors pourquoi est-ce que Stephen Harper a pris ce risque-là de le nommer président du Sénat? Bien, M. Ousakos, même quand il a été interrogé ce matin, il ne pensait pas qu'il était sur la fameuse liste de 21. Ces gens-là avaient reçu des lettres, c'est vrai, indiquant qu'il y avait une possibilité d'irrégularité selon le vérificateur général. Dans le cas de M. Ousakos, c'est un contrat d'environ 6 000 $ qui est en question, qu'il avait octroyé à une tierce partie. On ne sait pas tous les détails. C'est sûr que le premier ministre a nommé des gens qui sont sur la liste, mais comme vous avez dit, il y a aussi plein de gens qui ne le sont pas, qui n'ont pas été nommés par M. Harper et qui étaient soit de l'ancien régime libéral, où on ne sait pas exactement si c'est des conservateurs présents ou des conservateurs qui ont été nommés avant. Alors, dans le cas de M. Ousakos, je pense qu'on va voir. On n'a pas le rapport. On ne sait pas exactement les détails de ce qui est allégué. Et c'est des allégations aussi. Les règles du Sénat ne sont pas claires. Cependant, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour le gouvernement. Et je pense que M. Ousakos devrait se retirer de la position qu'il a pour essayer de corriger ces choses. Il ne pourrait pas siéger comme le président du Sénat sur le comité qui veut régulariser le Sénat quand il est nommé sur la liste. Oui, ça, c'est clair. Plusieurs se demandent comment ils peuvent faire le ménage alors qu'ils ne sont pas tout à fait... Non, il devrait se recuser. Il devrait juste se recuser de ça. Oui. Michel? Bien, écoutez, c'est clair que c'est une mauvaise nouvelle pour M. Harper. C'est à tout le moins un manque de vigilance, un manque de jugement. On a l'impression qu'il y a un système pratiquement organisé au Sénat. Mais on verra effectivement ce qu'il y aura dans le rapport. Mais c'est embêtant pour les libéraux. Je crois comprendre que 6 des 9 sénateurs dont le dossier va être transféré à la GRC sont des libéraux. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour les libéraux non plus. Et je vous dirais qu'à la limite, ça va bientôt devenir le problème de tous les Canadiens. Et là, écoutez, on a un Sénat. M. Harper ne veut plus combler les postes. Je ne sais pas, c'est parce qu'il a peur d'avoir encore des mauvaises surprises. M. Trudeau a exclu les sénateurs libéraux de son caucus. Monsieur Mulcair, bon, il n'y a pas de sénateur néo-démocrate, mais lui veut carrément abolir le Sénat. Or, on sait, on l'a vu avec la Cour suprême, qu'on ne peut pas abolir le Sénat sans l'accord des provinces. On ne veut pas rouvrir la Constitution parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver un coup qu'on va ouvrir ce panier de crabes-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le Sénat? À un moment donné, ça va devenir un problème national. La plus grande ironie, si vous me permettez, c'est que quand Stephen Harper est arrivé en politique, souvenez-vous, l'un de ses grands objectifs, c'était la réforme du Sénat. Rappelez-vous ce fameux Sénat 3-1, élu, égal, efficace. Il s'est battu pour cette réforme-là. Il s'est rendu compte que c'était probablement impossible de réformer le Sénat. Il s'est lui aussi lancé
lancer dans les nominations partisanes. Et là, on ne parle plus de relance du Sénat. Il y a des gens ce soir ici à Ottawa qui se demandent est-ce que le Sénat va survivre. Mais comme le dit Michel, l'abolir, c'est s'engager dans des débats constitutionnels qui n'attirent pas beaucoup de monde en ce moment. Oui, mais est-ce que le Sénat peut survivre, Tasha? Bien, le Sénat, oui, peut survivre, sauf qu'il y a aussi le jugement de la Cour suprême qui dit que M. Harper ou n'importe quel premier ministre ne peut pas laisser à jamais ouverts les sièges. Il y a environ 20 maintenant de nominations qui devraient être faites pour combler les sièges. On ne peut pas tuer le Sénat simplement en nommant personne à cette chambre-là. Alors, il faut à un moment donné qu'il y ait une forme d'action. La seule façon vraiment, c'est de passer par la Constitution. M. Harper n'est pas vraiment une personne qui aime convoquer les premiers ministres, mais si les premiers ministres seraient d'accord, c'est là où... à 6 mois des élections? Non, absolument. Ça ne va pas se faire dans les 6 mois, mais ça va faire un débat, c'est sûr, lors des élections. Qui va avoir un propos, un plan pour corriger les excès qu'on voit au Sénat? Mais ouvrir la Constitution, M. Couillard, qui n'est pas vraiment empressé de se lancer dans des négociations constitutionnelles, a quand même dit que si ça arrive, il va arriver avec sa liste de demandes. Et là, on a vu ce qui est arrivé dans le passé. Et les Autochtones aussi, et bien des groupes. C'est une boîte de Pandore. Personne ne veut l'ouvrir parce que si on l'ouvre sur le Sénat, on l'ouvre sur tout. Voilà. Bon, alors on va passer maintenant à cet autre événement quand même qui a retenu l'attention cette semaine. C'est le rapport de cette commission Vérité et Réconciliation qui a été déposé. Avant qu'on en discute, j'aimerais qu'on voit quelques images. I was 6 years old when they took me. Canada clearly participated in a period of cultural genocide. Je suis d'accord que ce fut un génocide culturel, mais l'important maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Il faut que notre génération commence à réparer les torts pour l'avenir. Si on ne le fait pas avec notre cœur, faisons-le au moins avec notre tête. I cried all week. Vous aurez remarqué ces images, 2 images marquantes. Celle du ministre des Affaires indiennes, Bernard Valcourt, qui est resté assis cette semaine lorsque le président de la Commission de Vérité et Réconciliation a recommandé la tenue d'une enquête sur les femmes autochtones disparues. Et puis Stephen Harper, qui n'a pas parlé lors de la cérémonie de clôture de la Commission. Alors, quelle possibilité de réconciliation maintenant qu'on connaît la vérité sur les pensionnats autochtones? Michel, est-ce que on ne sent pas beaucoup d'enthousiasme de la part du gouvernement fédéral? Est-ce qu'il a la volonté politique, selon vous, d'amorcer cette réconciliation? Bien, écoutez, parler d'un manque d'enthousiasme, c'est un euphémisme. Ça a l'air d'un désintérêt total. Écoutez, je pense que M. Harper, personnellement, n'a pas un grand intérêt pour la question, comme pouvait en avoir, par exemple, Paul Martin. Et d'autre part, écoutez, je pense qu'il faut bien le dire, il n'y a pas non plus une grosse pression de la part de la population, je pense, pour régler le problème autochtone. Certainement pas de la base conservatrice dans l'Ouest, mais je pense des Canadiens en général. Il faut le reconnaître, même au Québec, vous savez, à toutes les fois qu'il y a une cohabitation avec les Autochtones et les non-autochtones, que ce soit les Mohawks, que ce soit les Inuits, ça se passe pas tellement bien. Alors, je pense que M. Harper... Il y a quelques bons exemples, comme à la Paix des Braves. Il y a quand même des choses qui se sont faites au Québec. Oui, exactement. Il y a des beaux exemples comme ça de collaboration officielle, mais dans la vie de tous les jours, là, ceux qui habitent près des réserves Mohawk ou encore sur la Côte-Nord, ça se passe pas très bien. Alors, je pense pas qu'il y ait un élan d'enthousiasme dans la population pour dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir une éducation sérieuse des Canadiens non autochtones. C'est une des recommandations, d'ailleurs, de la Commission. Tasha, est-ce qu'il y a une volonté politique du gouvernement fédéral d'amorcer un peu un dialogue, quelque chose? Bien, c'est un peu ironique parce que le gouvernement fédéral a agi sur plusieurs plans en ce qui a trait au système de réserve, les droits des femmes, par exemple, de faire des plaintes aux commissions de droits de la personne, les droits aussi à la propriété personnelle sur les réserves qui ont été changés, étaient très peu. Et aussi essayer de faire du développement économique parce que finalement, c'est par cette voie-là, je pense, que vraiment les Autochtones vont s'affirmer. Le problème, c'est que le legs des écoles résidentielles psychologiques aussi et sociales est tellement difficile à surmonter pour ces individus qui ont été touchés par ça et leurs enfants et leurs petits-enfants. Et alors, c'est quelque chose qui est très, très difficile, mais ça commence là où le gouvernement a commencé, sauf que
à cause de leur position sur l'enquête ou leur refus à tenir l'enquête sur les femmes, à cause de la froideur que M. Harper a démontrée envers ce dossier-là, c'est très difficile de faire un dialogue parce qu'il n'y a pas la volonté politique des côtés des Autochtones pour dealer avec le gouvernement de M. Harper. Est-ce qu'il aurait dû s'exprimer, selon vous, à la commission, quand même? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut commencer quelque part. Ça aurait été une façon de commencer ce dialogue ou de montrer de bonne volonté. Peut-être qu'il se sentait mal à l'aise, je ne sais pas, ou non, ou ne voulait pas être critiqué, mais c'est un dossier qui est important. Je ne suis pas d'accord qu'il n'y a aucune volonté politique. Dans l'Ouest en particulier, la moitié des Premières Nations sont en bas de l'âge de 15 ans. C'est une population très jeune, une population qui va causer des problèmes sociaux non seulement pour eux-mêmes, mais tout le monde s'ils n'ont pas les outils pour s'affirmer économiquement et de façon éducation et tout ça. C'est très important de régler ces dossiers. Daniel, comment expliquer, vous avez suivi ces affaires autochtones depuis longtemps, alors comment expliquer l'attitude du gouvernement? Écoutez, au tout début, quand la loi sur les Indiens dont parlait M. Couillard aujourd'hui, qu'il disait qu'il faudrait absolument la moderniser, vous savez comment elle s'appelait, cette loi-là, au tout début? Ça s'appelait l'acte pourvoyant à l'émancipation des sauvages. Émancipation voulait dire à ce moment-là assimilation, génocide culturel. Je pense que l'expression est très juste. Est-ce que les choses ont beaucoup changé depuis? Pas beaucoup. On dépense, je retrouve mon chiffre, 8 milliards de dollars par année. 8 milliards de 7,9 millions de dollars par année pour les Autochtones. Chaque fois qu'il y a un problème, on saupoudre un peu plus d'argent. Quand Paul Martin pensait avoir trouvé la recette du siècle avec les accords de Kelowna, ça proposait encore une fois d'ajouter 5 milliards au budget des affaires autochtones. Il y a, ça a été finalement abandonné par le gouvernement Harper. Oui, il y a, me disait un fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes aujourd'hui, 20 des réserves qui fonctionnent très, très bien, qui sont des modèles. Il y a un 60 de réserves où ça fonctionne à peu près normalement et il y a un autre 20 aussi absolument catastrophique. Il y a chez les Autochtones, et ça peut remonter au pensionnat, ça peut remonter, il y a mille et une raisons, cette espèce de résignation, de se laisser vivre par le gouvernement parce qu'il ne croit plus aux solutions des Blancs et parce qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est vrai pour Stephen Harper, c'était vrai sous Pierre Trudeau. Il a essayé, il n'a pas été capable de rien faire. Brian Mulroney a essayé, il n'a rien fait. Jean Chrétien s'est toujours targué d'avoir d'excellentes relations avec les Autochtones. Il n'y a rien qui a changé pendant qu'il a été au pouvoir. Ça reste un problème considérable devant lequel tous les politiciens que j'ai connus sont complètement dépourvus. Michel, comment expliquer cette attitude du gouvernement, selon vous? Bien, un peu comme je le disais tantôt, le peu d'intérêt personnel, le manque mais c'est pas parce que la population ne réclame pas des changements qu'un gouvernement ne doit pas prendre l'initiative d'en faire. C'est son rôle. D'autre part, écoutez, M. Couillard disait pour régler un problème, il faut d'abord reconnaître son existence. Oui. M. Couillard dit, écoutez, il y a un problème de génocide culturel, là, appelons un chat un chat. Ce à quoi on a assisté, c'est vraiment ça. C'est une tentative d'éradication d'une culture, d'une langue, d'une identité. Oui, c'est ça. On a arraché les enfants de force. Tout à fait. C'est ça, un génocide culturel. Je crois comprendre que M. Trudeau et M. Mulcair aussi, je pense, sont prêts à le reconnaître. Le début de la solution, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. D'autre part, c'est pas un problème strictement de politiciens, c'est un problème social. Et il va falloir que la population en soit consciente. Et ça commence, je trouve que M. Couillard avait raison, ça commence dans les écoles. On a tous des enfants, on voit les manuels qui sont enseignés. On en parle des Autochtones, mais on en parle comme des gens qui ont construit des longues maisons, qui ont fait pousser du blé d'Inde et qui ont fumé du tabac. Et en arrière-fond, il y a toujours cette idée que, dans le fond, on est arrivé pour les civiliser. Alors ça, c'est une vision qu'il faut changer. Et il faut aussi qu'on apprenne à nos enfants que ça fait 200 ans qu'on les violente, on les exploite, on essaie de les assimiler de force. Ça fait partie de la réalité et il va falloir qu'on l'accepte. Oui, et ça serait une bonne façon de commencer justement à amorcer ce dialogue. Mais c'est malheureusement tout le temps qu'on a déjà. Merci beaucoup à vous trois. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière de la saison. On fera un peu un bilan de ce qui s'est passé. Merci beaucoup à vous trois. Merci, bonsoir.